Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Denis Gély de l'ONERA, membre de la 3F. Et avec Elisabeth Lefebvre, on est très heureux de vous accueillir dans cette visioconférence pour cette matinale organisée par le groupe Île-de-France. Alors, quelques mots sur le format. La matinale, c'est une formule interactive d'échange sur des sujets d'actualité et d'avenir, hein, du domaine de l'aéronautique et de l'espace. Alors, ce format a connu un succès dès la première édition à la fin de l'année 2021. C'est celui d'un débat. Alors, c'est pas une conférence, pas un workshop. C'est un lieu de rencontre, d'expertise, hein. On a trois experts qui vont vous être présentés. Un lieu de discussion, d'échange, de savoir ou de point de vue. Alors, cette formule se passe en deux parties. Elle dure 1 heure et demie. La première partie, pour moitié, à peu près 40-45 minutes, ce sera un débat entre les experts qui sera animé et lancé par Elisabeth dans quelques secondes. Et puis, une deuxième partie, de la même durée, 40-45 minutes, où on ouvrira le micro, aux participants qui sont en ligne pour des questions, des commentaires, voilà, ou des expériences. Donc, pour préparer cette deuxième partie qui débutera vers 9h15, 9h20, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions sur le chat, hein. On va les noter et on vous donnera la parole. Le but, c'est pas nous qui reposons les questions aux experts, c'est vous qui interviendrez. Donc, à ce moment-là, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, d'activer votre caméra et surtout, dès à présent, vous coupez tous vos micros et les caméras et seuls les trois experts et Elisabeth laissent la caméra à nous. Voilà. Merci de participer à cette matinale. Et je passe, alors je remercie les trois experts en mon nom, mais je passe tout de suite la parole à Elisabeth qui va vous les présenter et lancer le débat. À toi, Elisabeth. Oui, bonjour à vous tous. Donc, je suis Elisabeth Lefebvre et moi, j'ai passé toute ma carrière dans les systèmes de technique du contrôle aérien ou ce qu'on appelle aussi la navigation aérienne. Donc, bien loin du sujet que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui dans cette matinale, mais c'est un, c'est un peu un sujet en marge des préoccupations de notre association, mais tout de même un peu en lien avec le volet spatial. Et puis Denis et moi, nous sommes curieux et la 3AF aussi, donc on est très très content de découvrir l'exobiologie et la recherche d'exoplanètes en compagnie de nos trois experts. Donc je vous présente Frances Westall, qui est donc du CNRS, qui est directeur de recherche émérite et donc au sein du Centre de biophysique moléculaire d'Orléans. Donc bonjour Frances. Bonjour. Euh, Christian Mustin, qui est du CNES et qui lui est responsable thématique en exobiologie, en exoplanètes et sur la protection planétaire. Bonjour Christian. Et Bonjour. puis Thierry Fusco, directeur de recherche à l'ONERA au département optique et techniques associées. Bonjour Thierry. Bonjour. Voilà. Donc, comme vous le voyez, nous avons des experts au profil très complémentaires qui nous promettent donc d'avoir un débat instructif et enrichissant. Et puis, je les remercie beaucoup d'avoir accepté notre sollicitation et de se prêter donc à cet exercice de débat en visio. Donc, je vais sans plus tarder commencer par une première question à Frances Westphal. Euh, Est-ce que, Frances, vous pouvez nous présenter ce qu'est l'exobiologie et peut-être euh, découvrir un petit peu le côté terrestre, le volet terrestre? Oui, tout à fait. Alors, je vous parle en tant que oui, directeur émérite du groupe d'exobiologie à Orléans et aussi j'étais présidente de l'Association européenne d'astrobiologie. Alors, moi, j'utilise le mot anglais astrobiologie plutôt que exobiologie, mais on est en France et on parle en français. Non, je parle en franglais, excusez-moi. Donc, je vais utiliser exobiologie. Qu'est-ce que c'est l'exobiologie? Alors, un petit peu, si vous voulez,
ça dépend du point de vue. L'exobiologie, c'est un peu de tout, parce que ça va des sciences profondes jusqu'à la philosophie. Mais pour moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est une sorte de parapluie de sujet. C'est, ça va autour de la vie, bien sûr, parce qu'on parle de biologie. Mais quel genre de vie, la définition de la vie, l'origine de la vie sur la Terre, la vie sur d'autres planètes. Surtout, moi, je m'intéresse aux plus anciennes traces de vie sur la Terre, les organismes très primitifs, du genre d'organismes qui auraient pu vivre sur Mars ou ailleurs dans le système solaire et peut-être sur des exoplanètes. Mais avant, il faut avoir une planète, un support, quelque chose de solide pour que la vie puisse avoir un support. Donc, je m'intéresse aussi à l'origine de la Terre, l'évolution de la Terre, l'évolution de la vie sur la Terre, en parallèle avec l'évolution géologique de la Terre. En effet, je suis géologue. Donc, et puis, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire le système solaire, la formation du système solaire, les différences entre notre système solaire et notre Terre dans une zone on appelle le Goldilocks, je ne sais pas est-ce qu'on le dit en français, la zone de confort, disons, autour du Soleil, et ce qui est différent entre notre planète dans notre système solaire et les exoplanètes dans la galaxie et ailleurs. Donc, c'est vraiment très vaste. Comme j'ai parlé aussi, ça va de la physique, la chimie, la biologie, la géologie, mais aussi au-delà, les sciences sociales, la philosophie. Si on trouve une trace de vie ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Et comment est-ce que les terrestres, vont appréhender cette vérification que nous ne sommes pas seuls? Donc, je crois que c'est une petite introduction et je vais laisser les détails à Christian. Bien, bah, écoute, Christian, je crois que la question est formulée par Frances Excusez-moi. de de compléter cette approche et puis de voir peut-être un peu le volet, je dirais, extraterrestre. Extraterrestre, oui, c'est bon, c'est très bien pour l'introduction, effectivement, de parler de vie ailleurs. Alors, pour le CNES, en fait, et la position du CNES est d'accompagner des missions spatiales hein, qui, justement, vont rechercher de la vie ailleurs. Alors, j'ai parlé moyens d'observation hein, qu'on a en disposition. Alors, il y a des moyens terrestres, mais il y a aussi des moyens spatiaux, comme des télescopes spatiaux, comme le James Webb, hein, dont vous avez entendu parler, dont on parlera peut-être sans doute mais aussi par des sondes spatiales, alors qui peuvent aller en orbite autour des planètes que l'on souhaite explorer et faire depuis l'orbite des mesures qui permettent de cartographier leur surface, éventuellement d'analyser la géologie la composition de ces roches depuis l'orbite, et donc d'imaginer un peu l'histoire géologique de la planète, et puis aussi et surtout en y amenant des sondes, hein, en posant à leur surface des sondes spatiales, donc soit de petite taille pour juste faire quelques mesures pendant quelques jours, quelques heures, jusqu'à des sondes comme les rovers qu'on peut voir sur Mars, hein, actuellement, les deux rovers que vous connaissez bien, sans doute Curiosity et Perseverance, qui font de la prospection en fait et de l'analyse et de l'exploration de la surface et éventuellement un petit peu aussi du sous-sol martien. Donc voilà, je dirais aujourd'hui, on va rechercher ces traces de vie que n'ont pas les françaises qu'on connaît sur Terre, pour les plus anciennes sur Terre. On va les chercher sur Mars. Alors c'est une planète candidate un petit peu historiquement parce que c'est une planète sur laquelle on a fantasmé hein, depuis. Je dirais qu'on peut observer le ciel à l'œil nu, cette petite planète que vous voyez avec une couleur un peu orangée quand elle est très visible. Et puis, bien entendu, avec l'avènement des moyens d'observation depuis le sol, télescope, etc., et lunettes, on a pu observer et s'apercevoir qu'il y avait une structure, que c'était une planète qui n'était pas lisse, etc. Donc on a découvert petit à petit un petit peu sa surface. Et puis forcément, les sondes spatiales dans les années 70 qui ont commencé l'exploration spatiale ont amené un certain nombre de clichés et voilà, qui ont permis de
de se dire, ah, c'est quand même une planète intéressante avec des reliefs, etc. Donc, on est parti un peu sur Mars et je dirais, Mars, c'est un peu dans le système solaire la planète de référence pour la recherche de traces de vie, parce qu'elle n'est pas très loin de la Terre. Hein, voilà, c'est pas très loin, c'est quand même à peu près en moyenne 60 millions de kilomètres, hein, je veux dire, quand on est. Donc, il faut 6 à 8 mois pour y parvenir. On sait quand même, là, c'est quand même assez loin. Et puis, je dirais, Mars, ça, c'est une planète candidate qui a effectivement beaucoup, sans doute, de points communs avec la Terre, au moins dans son histoire, la première partie de son histoire, avec sans doute de l'eau, avec effectivement de l'eau et des structures géologiques qui peuvent laisser penser qu'il y a pu y avoir des niches, comme le disait Frances, cette zone agréable pour la vie, voilà, et où Mars aurait pu être et finalement la vie s'y développer. Puis aujourd'hui aussi, on regarde alors un petit peu plus loin dans le système solaire vers ce qu'on appelle les lunes glacées. Ça, c'est des nouveaux mondes autour des planètes géantes, Jupiter, Saturne, voire les planètes encore plus lointaines dans le système solaire. Voilà, de ces petits corps glacés, alors qui sont plus grands que notre Lune, hein, je veux dire. Donc, qui ont vraisemblablement et qui pourraient abriter, alors pour certaines, on est à peu près sûr, des océans profonds dans lesquels finalement on peut imaginer, comme sur Terre, qu'il puisse y avoir des formes de vie. Et bien entendu, tous ces modèles, et je fais la parabole un petit peu pour tendre la perche à Thierry Fusco, tous ces modèles qu'on a dans notre système solaire, on essaye aussi de les appliquer en regardant dans notre galaxie. Alors je dis bien dans notre galaxie, on ne regarde pas des planètes dans les autres galaxies, c'est déjà assez compliqué dans notre galaxie, pour essayer de retrouver alors, des systèmes euh, d'étoiles, enfin des systèmes planétaires, avec une étoile centrale et des planètes autour, et de voir dans ces planètes qui gravitent autour des planètes alors semblables à la Terre, ce qu'on appelle des exotères, mais aussi des planètes peut-être semblables à des Jupiters ou des Saturnes, hein, je veux dire, telles qu'on les connaît, donc des planètes géantes gazeuses, qui pourraient alors avoir autour d'elles ces satellites qu'on connaît et sur lesquels on soupçonne qu'il puisse y avoir aussi de l'eau en profondeur. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je dirais, l'exobiologie poussée, je dirais, à partir des preuves de vie qu'on peut avoir sur Terre et dans notre système solaire, jusque dans les exoplanètes. Voilà. C'est ce que je pouvais dire. Bien, merci Christian. Mais donc je vais passer la parole à Thierry Fusco, puisqu'on a parlé donc d'exoplanètes, de savoir un peu comment on détecte ces exoplanètes, quels sont les outils, les sciences, les techniques. Bah merci. Alors, comme Christian l'a dit, dès qu'on sort de notre système solaire, les distances deviennent encore plus importantes que celles dont on a parlé, hein. On parle d'années-lumière. La première étoile, elle est à plus de 4 années-lumière. Et à partir de là, la seule information disponible pour analyser, pour comprendre des phénomènes, c'est l'onde électromagnétique. Donc, l'onde électromagnétique, dans le visible, dans l'infrarouge, ça peut aller aux ondes radio. Et donc, on n'a que cette information-là qu'on va récupérer et qu'on va essayer d'analyser. Et donc, dans le cas spécifique de la détection d'exoplanètes, de planètes extrasolaires, c'est-à-dire de planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil, la difficulté majeure, c'est que la plupart du rayonnement vient de l'étoile, qui émet beaucoup de lumière. Et la planète elle-même est quasiment invisible. La planète va réfléchir, alors, en particulier aux longueurs d'onde visibles et infrarouges, va réfléchir la lumière de son étoile, une très faible fraction de lumière, et donc on a des rapports de lumière qui sont de l'ordre du million, voire du milliard, voire de la dizaine de milliards en fonction de l'étoile et de la planète, de sa position, etc. Donc, il y a un vrai challenge au départ, c'est comment détecter l'information de la présence d'une planète autour d'une étoile. Et cette problématique, elle a été au centre d'activités de recherche pendant pas mal d'années, tout le XXe siècle. Et il a fallu attendre la fin du XXe siècle, en 1995, pour, pour confirmer la première présence d'une planète
autour d'une autre étoile que le Soleil. Donc cette découverte, ça a été fait par Michel Myers et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence, hein, en France, en 1995. Et donc ça leur a valu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et pour vous dire combien c'est difficile, hein, on n'a pas détecté la planète, on a détecté l'impact qu'avait la planète sur son étoile. Dit autrement, dans un couple étoile-planète, eh bien, la planète gravite autour de l'étoile et en faisant ça, elle va perturber un peu la position de l'étoile. Donc l'étoile va bouger autour du centre de gravité du système étoile-planète et ce mouvement peut être détecté par la méthode dite des vitesses radiales. Et donc on va mesurer le bouger d'étoile, le fait qu'elle avance ou qu'elle se rapproche ou qu'elle s'éloigne un tout petit peu de nous avec une certaine vitesse, hein. C'est comme un radar sur une autoroute. Et donc, cette mesure, faite à partir d'un spectre, va permettre de confirmer la présence d'une étoile. Donc, la première étoile, 51 PEG B, a été découverte comme ça. Et parce que on mesure l'impact de la planète sur l'étoile, eh bien, il faut on est sensible, on est sensible à des planètes qui sont à la fois très grosses et très massives, pardon, et très proches de leur étoile. Et donc, les premières planètes qui ont été découvertes ont été des planètes très différentes de celles qu'on a dans notre système solaire. Des géantes gazeuses euh, euh, très proches de l'étoile. Évidemment, à partir de cette première découverte, il y a eu tout un tas d'améliorations qui ont été faites. Alors, sur cette méthode-là, puis d'autres méthodes qui ont été proposées chercher, chercher ces planètes. Alors, encore une fois, des méthodes indirectes. Par exemple, on va mesurer on va détecter le passage de la planète devant son étoile. Quand la planète passe devant son étoile, elle va diminuer un petit peu le flux reçu par un observateur. C'est un phénomène d'éclipse, hein, comme une éclipse de soleil, par exemple. Alors, sauf que la planète est beaucoup plus petite que son étoile, donc on a une très faible variation de flux, typiquement quelques pourcents. Si on met à l'échelle, quand on regarde si on regarde un système comme la Terre et Jupiter à 10 parsecs, on a on verrait une fluctuation de 2%, typiquement quand Jupiter passe devant le Soleil, pour donner des ordres de grandeur. Donc là aussi, ça nous a permis de découvrir euh, pas mal de planètes, mais avec des restrictions, hein. Il faut qu'on soit évidemment dans le plan étoile-planète. Il faut que la planète soit suffisamment grosse. Il faut avoir des détecteurs suffisamment précis. Il faut que l'étoile n'ait pas de fluctuation, ne fluctue pas en elle-même trop, etc., etc. La luminosité de l'étoile ne fluctue pas en elle-même trop, etc. Donc encore beaucoup de problématiques instrumentales. Bon, il y a d'autres méthodes pour, encore une fois, pour détecter l'impact de la planète sur l'étoile, mais finalement, au début des années 2000, une des grandes avancées, ça a été d'être capable de mesurer directement les photons qui arrivent de l'étoile, qui arrivent de la planète, grâce à des méthodes, alors, ce qu'on appelle l'imagerie directe, c'est-à-dire on va imager directement le couple planète-étoile et on va séparer la planète de l'étoile. Alors pour faire ça, l'ordre de grandeur, hein, vous êtes à Paris, vous regardez à Marseille un phare, et ben vous devez détecter une bougie à côté du phare, à disons, quelques centimètres du phare. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est être capable de séparer la bougie du phare. Et donc ça, il faut des grands télescopes. Donc ces méthodes-là, elles ne sont applicables que si on a des télescopes de l'ordre de quelques mètres, la dizaine de mètres, voire bientôt 40 mètres de diamètre. Et ces télescopes-là, la plupart, ils sont au sol. On peut en envoyer dans l'espace. Donc on a parlé de JWST tout à l'heure, donc 6 mètres de diamètre. Euh, donc, il faut séparer l'étoile, être capable de résoudre l'étoile et la planète. Et puis surtout, il faut réussir à éteindre le phare, éteindre l'étoile. Alors, comment on va éteindre l'étoile? Eh ben, on va la cacher. On va faire ce qu'on appelle de la coronographie. C'est quelque chose qui a été inventé par Bernard Liot dans les années 30 pour le Soleil. On met un masque, on reproduit en fait une éclipse de soleil.
instrumentalement. Donc, on met un masque, on va cacher le soleil et on va voir la lumière qui vient de l'étoile. Et donc la première détection comme ça directe d'une planète, elle a été faite en 2004 et depuis, on améliore les techniques pour permettre ces détections directes. L'intérêt, c'est qu'on a les photons et si on a les photons, eh ben, on peut en faire des spectres. On peut étudier la nature de la lumière et comme ça espérer revenir à des informations sur la nature de la planète, ses composants chimiques, etc. Et donc là, on revient sur l'aspect biologie, biophysique, biologie, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que là, on a eu une introduction de l'exobiologie et de la recherche d'exoplanètes. Je vais vous laisser la parole à tous les trois. Euh, je ne sais pas par quel sujet vous voulez Moi, démarrer. moi, il y a deux choses, et Oui, si je peux bien sûr. parler. Il y a deux choses qui m'intéressent pour la recherche des exoplanètes, bien sûr aussi dans le système solaire, pour comprendre la vie dans un autre domaine. C'est de comprendre l'habitabilité de la planète. C'est la première chose. J'ai dit, je suis géologue avant d'être exobiologiste, mais c'est l'habitabilité. Bien sûr, l'habitabilité de la Terre passe aujourd'hui, mais il y a 4 milliards d'années, quand la vie est apparue, était différente et différente peut-être de l'habitabilité des satellites glacés dont a parlé Christian. Alors, déjà, il y a l'habitabilité et puis aussi le concept de la détection de vie, parce qu'il y a pas mal, avec le James Webb Space Telescope aujourd'hui et d'autres, il y a pas mal de recherches sur les biosignatures, quelles sont les biosignatures. Mais ce qu'on peut chercher sur les exoplanètes aujourd'hui avec les moyens que nous avons, si on s'imagine d'être un extraterrestre technologiquement capable, disons, sur une exoplanète et on regarde la Terre, est-ce qu'on aura pu détecter la vie quand la vie est apparue? Non. Effectivement, ce qui se passe, c'est que si on pense, si on inverse le moyen de penser, on aura pu détecter la vie peut-être seulement à partir de il y a 800 millions d'années. Et la vie est sur la Terre depuis plus de 4 milliards d'années. Donc, pour la plupart de l'existence de la vie sur la Terre, un Ouais, pas possible. extraterrestre, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, n'aura absolument rien vu. Donc, ce sont deux concepts qui m'in- euh, qui m'interpellent et j'aimerais débattre avec mes collègues. Oui, si je peux compléter ce que dit Frances et débattre un petit peu, c'est vrai que c'est souvent une question qui est posée, c'est que bon, comme Thierry l'a dit, on a des difficultés à observer les planètes, hein, dans les voisinages d'autres étoiles très loin en raison de la lumière de l'étoile. Donc on voit des grosses planètes très proches de l'étoile qui tournent très vite autour de l'étoile, ce qui permet de les observer pendant un temps très court. La Terre met 1 an à faire le tour du Soleil, donc même pour l'observer aujourd'hui, il faut rester très longtemps dans le même champ et pouvoir observer. Et avec les moyens terrestres, même déjà d'un point de vue pratique, il faudrait que l'intelligence extraterrestre ait des moyens d'observer le ciel en continu, je veux dire, pendant des temps très 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 longs pour les détecter, y compris avec nos moyens. Alors, on a des ambitions de ce côté-là au niveau spatial, avec des missions comme Plateau, etc., qui vont prendre des grands champs dans notre ciel et regarder tout ce qui se passe devant les étoiles. Sans pouvoir en parler peut-être plus en détail. Mais je pense que ce que Frances dit, c'est qu'il y a vraiment un pas qui est toujours un petit peu franchi, je dirais, côté science, un peu assez facilement, je dirais, entre finalement la détection d'une exoplanète autour d'une étoile, le fait qu'elle ait une masse qui une densité qui s'approche d'une densité de planète tellurique telle qu'on le connaît dans notre système. Et tout de suite, alors pour peu qu'on ait un peu de lumière qui vienne de la surface de la planète, où on arrive à enregistrer un petit spectre, bon, ça y est, on commence à...
échafauder des théories dessus et effectivement, elles sont tenues par très très peu en fait de données, de résultats mesurables. Et l'habitabilité, comme l'a dit Frances, c'est pas une habitabilité au sens global vu de la planète. C'est-à-dire, ça, c'est la vision qu'on aimerait avoir. Et moi, je pense que la seule preuve d'habitabilité, c'est quand la vie fait l'expérience de l'habitabilité. C'est-à-dire, si on était capable d'emmener des bactéries sur Mars, enfin, si on s'autorisait à emmener des bactéries terrestres sur Mars ou sur une autre planète et démontrer que cet environnement est habitable, c'est-à-dire qu'un système biologique terrestre va pouvoir s'y développer au sens terrestre, l'habitabilité au sens terrestre, on démontre l'habitabilité. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'eau, il n'y a pas besoin d'une atmosphère très particulière pour que la vie commence à se développer sur une planète. Il suffit qu'il y ait quelques niches, quelques endroits où la vie puisse apparaître et se développer, et pas forcément des conditions favorables sur l'ensemble d'une planète. Donc ça aussi, c'est un point important. Et je dirais que cette question-là, alors, on ne peut pas le faire, on peut pas le faire. Donc, surtout pour les exoplanètes, elles sont inaccessibles pour très longtemps, à mon avis. Et même déjà dans notre système solaire, ce serait déjà très compliqué pour simplement des problèmes aussi de non-contamination des astres qu'on visite, de ne pas aller faire ce type d'expérience. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui, j'attire votre attention là-dessus, mais souvent un peu d'emphase, et je pense que Thierry pourra compléter aussi, un peu d'emphase autour de ces mesures qui sont faites en observant quelques pixels dans une image ou quelques informations que l'on a, quelques photons aussi, quand on disait le rapport entre finalement la lumière de l'étoile et puis la petite fraction de photons qui viendrait alors de la réflexion de la lumière sur la surface de la planète et de son atmosphère. Voilà, après, on peut tirer, je dirais, enfin, on extrapole beaucoup de résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est le point qui est très important, à mon avis, n'est-ce pas? C'est que toutes ces analyses-là sont modèles dépendants. Et les modèles de la planète dépendent de ce qu'on connaît dans notre système solaire. Or, dans notre système solaire, il faut le reconnaître aussi, on connaît un peu bien la Terre, et encore l'intérieur de la Terre est toujours sujet à discussion, je dirais, au niveau des géophysiciens, on a encore des inconnus, et a fortiori sur les autres planètes, on a très très peu encore de données sur l'intérieur des planètes, même Mars, et tant qu'on explore depuis longtemps, et a fortiori sur d'autres petites lunes glacées dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, l'étendue, voilà, alors c'est toujours très intéressant de voir des scientifiques vendre leurs résultats, entre guillemets. J'aime pas trop le terme, mais je dirais, analyser les résultats et les extrapoler, c'est très bien parce que ça suscite aussi les futures mesures que l'on peut faire. Mais il faut être très prudent, voilà, par rapport à des articles quelquefois un peu trop vulgarisateurs qui tentent à vendre des mondes habitables, alors que pour l'instant, c'est purement des hypothèses basées sur le peu de choses qu'on connaît aussi de l'habitabilité dans notre système solaire. Voilà ce que je Oui, voulais dire. Oui, il y a aussi un autre aspect qui est lié, c'est que sur Terre, on ne sait pas comment la vie est apparue. Alors, il y a quelques-uns qui pensent que les rayons solaires, les UV, étaient absolument primordiaux dans le processus comme source d'énergie. Il y a d'autres qui pensent que c'est pas le cas et que la vie est apparue dans les sources hydrothermales au fond de la mer. Alors, si les premiers ont raison, on pourrait supposer qu'il n'y aura pas de vie sur les satellites glacés, par exemple. Mais d'autre part, on peut, toujours avec l'hypothèse, parce qu'on ne sait rien, on peut imaginer que la vie soit apparue dans différentes manières sur différentes planètes. Donc, ça laisse ouvert la possibilité de vie ailleurs, ce qui est très bien pour nous parce que nous aimons beaucoup hypothéser et avec bon, les moyens, les données que nous avons. Mais c'est quelque chose une autre chose qui m'interpelle dans ce genre de débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je pense que on est dans l'exemple parfait du fonctionnement de la recherche en astronomie, en astrophysique. C'est-à-dire que on fait des hypothèses, on a des modèles et on essaye avec des mesures
d'infirmer ou d'affirmer des modèles, ou d'éliminer ou de conserver des modèles. Et ces quelques points de mesure permettent d'affiner au fur et à mesure nos hypothèses, de retourner sur les hypothèses, etc. Et donc, c'est exactement ça. On a des hypothèses, on a des modèles. Et puis nous, en instrumentation, on essaye de développer des instruments qui vont permettre d'avoir les points de mesure qui vont soit coller au modèle, soit dire ah ben non là c'est pas possible dans la barre d'erreur ce modèle-là ne fonctionne pas. Alors c'est vrai pour les exoplanètes, c'est vrai pour la formation des galaxies, c'est vrai pour tout. Et le point un peu clé dans la recherche et la caractérisation d'exoplanètes, c'est comme disait Christian, c'est toujours un peu frustrant le signal qu'on mesure, c'est souvent quelques photons dans du bruit. C'est pas très sexy. Hein, c'est pas des belles images des vues d'artistes de planètes. Hein, c'est des spectres plus ou moins bruités qu'il va falloir fitter. Pardon, oui, enfin, non, je connais pas le terme en français, mais encore une fois par des modèles pour voir si on retrouve une raie de tels composants chimiques, une raie d'oxygène, une raie d'ozone, une raie de. Alors là, c'est un petit, pour l'instant, on l'a pas encore fait ça, hein, parce que il faut, euh, il faut aller observer des planètes de type terrestre, de type, enfin, au moins ouais, tellurique. Mais voilà, donc on va essayer, à partir de données très, très, très complexes à analyser, d'infirmer ou de confirmer des hypothèses. Et, euh, et c'est un cercle qu'on espère vertueux. À chaque fois, on améliore l'hypothèse, on essaie d'améliorer l'instrument qui va permettre d'appuyer l'hypothèse. On fait des modèles de plus en plus complexes de formation. Alors on connaît le seul système planétaire qu'on connaît vraiment, et encore pas complètement, c'est la Terre, mais on a plein de modèles de formation de systèmes planétaires autour d'autres étoiles, en fonction du type d'étoile, en fonction de plein de paramètres. Et ben tout ça, ça évolue au cours du temps et alors c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une science qui est toujours en pleine évolution, à la fois sur la théorie, à la fois sur la modélisation et puis sur l'instrumentation, parce que il faut gagner souvent des ordres de grandeur pour aller atteindre le paramètre important qui va permettre de valider une hypothèse. Et donc, un exemple que j'aime bien prendre, hein, la première exoplanète découverte, 51 PEG, à l'OHP, donc sur un télescope d'un mètre 93, avec Elodie, la précision de l'instrument, c'était 7 mètres par seconde pour la vitesse radiale. Aujourd'hui, sur le Very Large Telescope au Chili, pour l'Observatoire européen austral, avec avec l'instrument Espresso, on est à 0,1 mètre par seconde. Donc on a gagné quasiment un facteur 100. Sur le futur Extremely Large Telescope, un télescope de 39 mètres de diamètre qui est en cours de construction, hein, qui devrait entrer en service début 2030, on va sans doute gagner encore un facteur 10 ou presque un facteur 100 en termes de précision. Donc à chaque fois, pour gagner un ordre de grandeur, un facteur 10, et donc pour aller plus loin dans le type de détection, à l'OHP, on détectait des géantes gazeuses très proches de leur étoile. Avec Espresso, on commence à détecter des planètes qui sont dans la zone habitable. On espère avec le LT être capable de faire des specs de ces planètes. Et à chaque fois, il faut gagner un ordre de grandeur. Il faut des télescopes qui sont entre un télescope de quasiment 2 mètres et un télescope de 40 mètres, hein, donc qui sont 20 fois plus grands. Technologiquement, et c'est des bons, mais c'est des bons technologiques qui sont faits en quelques dizaines d'années. Donc il y a aussi une, une accélération de l'instrumentation et ces recherches un peu fondamentales, elles tirent
toute la technologie vers le haut. Et ça, c'est vraiment important. C'est non seulement du point de vue philosophique, du point de vue de l'intérêt sociologique, c'est très très important, mais ça tire aussi l'instrumentation, ça tire aussi les technologies, ça tire les détecteurs, ça tire voilà tout ça vers le haut. Et donc il y a un vrai écosystème autour de ces activités-là. On a parlé du James Webb, les télescopes spatiaux. Moi, je suis plutôt seul, je reste au sol. Mais tous les télescopes spatiaux qui ont été envoyés récemment, Spitzer, Plateau, etc., il y a vraiment cette synergie-là entre l'instrumentation et l'aspect astrophysique qui est important. Oui, Oui, oui. non, vas-y, Christian. Oui, je dirais ce que dit Thierry, c'est vrai aussi pour la recherche de traces de vie, avec aujourd'hui des défis majeurs, c'est-à-dire de détecter. Sur Terre, on n'a pas de problème pour détecter la vie, en fait. Hein, Mm. dans notre environnement quotidien, elle est partout, elle est sur la moindre clavier d'ordinateur. Ces bactéries sont là, avec des densités qui sont tout à fait phénoménales. Hein, c'est pas, on vit pas dans un environnement propre, même si on fait bien le ménage, etc. Ça Bon, reste quand même si on faisait le toutes les ménage, nous surfaces. serons morts. Oui, oui, si on faisait de manière trop parfaite le ménage, on ne pourrait plus vivre. Donc, je pense que, voilà, sur Terre, il y a vraiment qu'à se baisser, comme on pourrait dire, pour récupérer de la vie. Aujourd'hui, les améliorations techniques aussi de ce côté-là, ça avance aussi à grands pas je dirais, détection de la vie, en essayant d'avoir des domaines de sensibilité pour détecter quelques molécules, quelques éventuellement êtres vivants. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, très clairement, dans des sols, un sol terrestre, hein, dans une cuillerée à café de sol de pelouse que vous prenez, il y a entre 1 million et 1 milliard de bactéries dans la cuillère à café, hein, presque plus d'habitants microbiens dans la cuillère à café que d'habitants sur Terre. Hein. Donc on n'a pas trop de problèmes pour les trouver. En revanche, et les limites qu'on a en termes de détection aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de bactéries dans cette cuillère-là. C'est-à-dire que si j'ai 100 bactéries dans la cuillère à café, ben, il me sera très très difficile de trouver par les outils actuels la présence de vie à l'intérieur. Donc il y a toute une partie en fait d'endroits sur Terre où et éventuellement d'environnement sur lesquels peut-être on n'a pas encore, qu'on les considère un petit peu comme pauvres en micro-organismes ou pauvres en traces de vie, qu'on n'est pas, on est dans le bruit de fond, comme disait Thierry, comme pour un télescope, on est dans le bruit de fond et on ne sait pas ce qui s'y passe et on ne sait pas ce qui s'y cache, entre guillemets, dans ce bruit de fond. Et de fait, il y a des améliorations pour aller détecter, pour aller effectivement aller jusqu'à la cellule unique et pour les chimistes, aller à la molécule unique. Donc on essaye d'aller molécule unique, donc le spectre d'une seule molécule, et de reconstituer après une statistique voilà, par les milliards et de milliards de molécules qu'on peut trouver dans un échantillon. Donc ça, ce sont des défis techniques, ça avance à grands pas, et j'irai un peu de manière opposée, je dirais, à l'astronomie, où finalement on construit plus grand, plus gros, plus sensible, je dirais, en termes. Un peu bizarrement, côté biologie, on essaye de réduire la taille, d'aller vers le tout petit, hein, vers le nanométrique, hein, donc vers le milliardième de mètre, en dessous du milliardième de mètre. Et on essaye aussi de faire de plus en plus petits, légers, y compris dans le spatial, pour pouvoir embarquer ces instruments, pour pouvoir les amener sur d'autres planètes. Parce que le coût dans le spatial, c'est la masse. Mm. Et quand vous voulez lancer lourd et loin, eh bien, il faut beaucoup de puissance et il faut beaucoup d'énergie aussi pour alimenter. J'aimerais rebondir sur, en effet, la base de notre débat. Pourquoi nous cherchons des traces de vie ailleurs? Pourquoi nous pensons qu'il y a de la vie ailleurs? Et moi, pour moi, je reviens à un livre qu'a écrit le prix Nobel. euh, oh, c'est le Cosmic Dust, Christian de Duve. C'était en Action. 95. Euh, et, et je crois que pour moi, c'était la base de comprendre pourquoi il aura pu avoir, oui, il peut avoir la vie ailleurs, que tous les ingrédients sont partout dans l'univers les planètes telluriques, il y en aura un peu partout. On ne sait pas combien exactement, peut-être légèrement différentes.
Mais c'est le fait que ce phénomène pourra se produire assez facilement dans beaucoup d'endroits, beaucoup de galaxies, etc. Donc ça, c'est la base pour moi. Et, euh, et bon, bref. C'est un peu à part de la discussion sur l'instrumentation qui est absolument fascinant, mais je voulais mettre le point sur le i là. Oui. Tu as raison, Frances, de le dire, c'est qu'effectivement, alors, on a énormément, alors dans notre galaxie, je crois qu'on estime, Thierry pourra compléter, mais entre 200 à 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et là-dedans, il y en a sans doute une grande partie qui ne sera pas observable parce que sont proches de ce qu'on appelle le bulbe galactique, donc dans cette zone centrale qui est très lumineuse et dans laquelle on aura énormément de difficultés à aller voir et ce qu'il y a au-delà, hein, ce qu'il y a derrière, ce qui nous est caché. Et là-dedans, effectivement, on voit avec les télescopes, ce que disait Frances, pour faire rebondir par rapport à ce que Christian Deduve disait dans son livre, effectivement, ces molécules, on les détecte avec des télescopes, des molécules autour dans le milieu interstellaire, etc., qui sont déjà des briques, en quelque sorte, Ah des oui. structures élémentaires de ce qui va constituer le vivant sur Terre. Donc, ce qui veut dire que notre planète, si elle en a bénéficié, beaucoup, la plupart des planètes qui sont autour d'étoiles dans des conditions un petit peu similaires aux nôtres peuvent bénéficier de ces apports de molécules organiques qui sont dans notre galaxie et qui gravitent en fait et qui sont absorbées par les systèmes planétaires jusqu'à, alors j'aime pas trop le terme fécondé, mais jusqu'à, je dirais, arriver sur Terre et rentrer dans la genèse terrestre et dans le fonctionnement de notre planète. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de surprenant. On voit les derniers résultats aussi des, sons- des astéroïdes, hein, des poussières d'astéroïdes qui ont été ramenées et des grains d'astéroïdes qui ont été ramenés par les missions spatiales de la JAXA, puis aussi de la NASA sur Yabusa 2 et Osiris-Rex. Et quand on regarde le nombre de molécules qui sont présentes à l'intérieur de ces, c'est une multitude de molécules organiques et on trouve des acides aminés, beaucoup plus que ce qu'on trouve dans le système terrestre. C'est une diversité d'acides aminés. On trouve des bases nucléiques comme on peut en trouver dans nos systèmes vivants. Donc il y a véritablement, ça alimente énormément de questions. Donc c'était Et initialement présent on dans a le système mesuré solaire. des dizaines de millions de molécules et on De pense qu'il y a molécules, peut-être voilà. des millions de molécules, d'autres molécules qu'on n'a pas encore identifiées. Donc, Voilà. une panoplie absolument énorme Voilà. d'ingrédients. Et Voilà. par rapport à ça, du point de vue des observables, bah, on a détecté, je crois qu'on est à 7000 exoplanètes, je pense, Ouais, aujourd'hui. c'est ça à peu Plus, près. ouais. Et on est limité parce qu'en fait, on ne peut observer que ce qui est autour de nous, jusqu'à quelques centaines, encore une fois, centaines d'années-lumière. Donc c'est vraiment notre environnement proche. Mais après, on peut extrapoler. On peut se dire qu'on peut faire le ratio entre les étoiles qu'on a observées, où on n'a pas encore, peut-être qu'il y en a, mais on n'a pas encore détecté les planètes, et puis celle où on a détecté les planètes, et puis projeter ça sur l'ensemble au moins de la galaxie, mais on ne sera jamais Mm. capable d'aller à observer enfin, détecter des planètes, jamais, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ça deviendra de plus en plus difficile. Plus on s'éloigne, plus ça devient difficile. Donc là, on Ouais. est limité à notre environnement proche, quand même. Et donc, Ouais. assez peu finalement, assez peu de données, de mesures différentielles. C'est ça qui. Ouais. qui est- Moi, j'avais pris une image que j'avais donnée à des élèves dans un podcast, c'est que si vous remplissez une piscine olympique de grains de sable, ça constitue alors, des grains de sable de 1 millimètre à 2 millimètres, ça constitue à peu près toutes les étoiles qu'on a Ouais. dans notre galaxie. Et ce qu'on a aujourd'hui, Thierry disait 7000, ouais, ça doit être un peu plus de 7400, Ouais, etc. ouais, c'est ça, entre Voilà, 7 et à 8. Ouais. confirmer aussi, hein, je veux dire, il y en a là-dedans qui ne sont pas forcément confirmés, des détections. Mais grosso modo, ça correspond à une louche de grains, quoi, Mm. qu'on aurait pris dans la piscine, quoi. Donc, voilà. Et si on regarde un petit peu les systèmes qu'on connaît et qu'on a explorés, bah, c'est moins sur lequel on fait des mesures. On est de l'ordre de la petite cuillère à café, comme je reviens Mm. sur ma cuillère à café, de grains de sable qui sont pris dans cette piscine. Donc, voilà. Après, on est dans des dimensions aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Et effectivement, si on imagine que, et ça, on a les preuves de ces milliards de molécules présentes dans ces environnements-là, pourquoi ne pas imaginer une vie ailleurs?
et peut-être pas avec uniquement le modèle terrestre. Pourquoi le modèle a fait des choix? Quand on regarde notre environnement, on disait des millions de molécules. Pourquoi le système vivant terrestre ont simplifié en quelque sorte cette diversité moléculaire et sélectionné à l'intérieur et se sont développés avec quelques molécules? Est-ce qu'il y a donc la place pour d'autres systèmes se développant avec d'autres types de molécules ou d'autres, voilà. Donc ça, il y a des questions théoriques derrière, de chimie théorique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais aussi il y a aussi le fait que peut-être il y a des choix qui ont été faits, qui a été un choix parmi tant d'autres, voilà, et qui ont donné ces formes de vie qu'on voit sur Terre. Maintenant, est-ce que c'est la seule possibilité? J'aime bien aussi la vision de Gould, hein, qui est un évolutionniste, qui est de dire finalement la vie c'est un buisson, hein, et aujourd'hui on vit sur un des rameaux qui a subsisté, hein, entre guillemets, mais au départ il y a un buisson fortement ancré avec énormément de branches et de possibilités qui ont sans doute disparu ou qui n'ont eu moins de succès, hein, voilà, que le rameau sur lequel la vie a prospéré. Voilà. Oui. Et puis, nous avons parlé beaucoup des exoplanètes, de Mars, des satellites glacés. Mais il y a aussi beaucoup de débats autour de Vénus. Est-ce qu'il y a de la vie dans Nuage de les Vénus. nuages de Vénus? Et maintenant, il y a plusieurs missions qui sont prévues et qui sont déjà parties pour chercher la vie dans les nuages de Vénus. Donc, oui, là, on parle s'il y en a, je n'y crois pas beaucoup, mais s'il y en a, on parle d'une sorte de vie qui est complètement différente à la vie que nous connaissons. Donc, ça ouvre l'esprit à quelque chose vraiment bizarre. Pour moi, je dois avouer que les géologues, nous avons les pieds sur la terre. Oui, j'ai la tête dans les étoiles, mais j'ai les pieds sur la terre et je suis un petit peu conservatrice de ce point de vue. Oui, c'est juste Bien. c'était pour revenir sur le terme exobiologie ou Oui, astrobiologie en américain. L'exobiologie, c'est vraiment basé sur la vie terrestre telle qu'on la connaît et sur le modèle un petit peu terrestre. Et aujourd'hui, il y a aussi, alors c'est en train d'émerger un peu la xénobiologie, donc la biologie étrangère, hein, donc, qui est effectivement de regarder comment d'autres modèles, alors c'est en synthèse de laboratoire, éventuellement, comment on pourrait avoir d'autres briques de systèmes vivants sur d'autres compositions, en fait, basées sur une autre chimie, ou, alors je ne dis pas une autre chimie carbonée, hein, une autre chimie n'employant pas oui, les mêmes oui, briques, en on fait. a parlé de la silice, par exemple, ou les Ouais, voilà, voilà. Non, argiles. non, mais voilà. Ça, Et je me en souviens, restant sur le carbone, il y a oui, déjà oui. énormément de Moi, possibilités. je suis Voilà, ouais. suffisamment vieille de me souvenir de Star Trek dans les années 80. Et dans un des épisodes, ça s'agissait d'une pierre qui était vivante. Donc, bon, c'était une anecdote. Je l'ai trouvée assez intéressante. Je vais peut-être, sur cette anecdote, peut-être ben, vous remercier pour ce débat. Et puis, et le temps avance, donc laisser un peu de temps pour les questions. Je crois, enfin, Denis, hein, je pense que c'est le bon moment pour démarrer. Euh, et donc, on va prendre les questions qui ont déjà été posées sur le chat. Donc, j'ai peut-être laissé la parole à Stéphane Dumont qui a posé plusieurs questions déjà. Donc, Stéphane, si tu peux ouvrir ton micro, ta Oui, caméra. bonjour à tous et à toutes et à tous. Bonjour. Merci Elisabeth. Alors oui, j'ai posé plusieurs questions. Moi, je vais lire la première des questions que j'ai postées sur le chat. Sait-on créer de la vie en laboratoire à partir de briques du vivant, d'acides aminés par exemple, dont on sait ça a été dit, ils existent en quantité et sous différentes variantes dans le milieu interplanétaire. Et ça serait intéressant parce que ça permettrait de montrer que la vie n'est pas un miracle, n'est pas quelque chose de spécifique peut-être à l'histoire de la Terre, mais que la vie finalement on peut la créer avec les bons ingrédients, sachant qu'on a les ingrédients partout, ça a été dit, on a la même physique, on a la même chimie un peu partout. Et donc, ça permettrait de montrer qu'on a là un processus tout à fait naturel, systématique. Moi, j'avais cru comprendre qu'on ne savait pas, à partir
des briques du vivant fabriquaient de la vie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on a progressé dans ce domaine-là? On cherche toujours. Il y a plusieurs groupes qui font des expériences pour mettre ensemble les briques de vie. Même dans notre groupe, on a fait et on continuera à faire. On n'est pas encore arrivé à le vrai vivant. Et les démarches de chaque groupe sont différentes, c'est bien parce que comme cela, on a plus d'informations, de connaissances sur les possibilités, les chemins qui auront été possibles dans la chimie prébiotique. Mais on n'est pas encore là. Et moi, je pense personnellement que peut-être on va trouver une trace de vie extraterrestre avant qu'on trouvera, on peut produire la vie dans le laboratoire. Peut-être j'ai tort, mais bon, je ne sais pas. Hmm. C'est intéressant. Merci. Oui, juste si je peux compléter, je pense qu'effectivement, on a besoin aujourd'hui, sans doute, pour arriver à reposer le problème, au lieu de s'intéresser uniquement à la vie terrestre, en fait, dont on ne peut pas connaître, comme l'a dit Frances, finalement, les premières étapes, elles ont disparu, elles ont été gommées, on a peu de traces. Et donc, c'est difficile d'imaginer si le modèle qu'on a aujourd'hui du vivant, en fait, et quel était le modèle primitif du vivant sur Terre, et de quoi il était fait, peut-être qu'il était quelles étaient les similitudes avec le modèle actuel, ça on ne le sait pas. Et effectivement, de trouver une autre trace de vie ailleurs et sur un modèle différent, avec certaines similitudes ou différents du système terrestre, ça permettrait de reposer effectivement ce qu'est le sens de la vie, cette définition de la vie qu'on cherche toujours, et de reposer le problème. Je pense que ça serait une révolution, et surtout, ça permettrait d'élargir considérablement le champ de réflexion et voire d'expérimental. Thierry Fusco mentionnait la découverte de la première exoplanète en 95 autour d'une étoile Pégase 51b, voilà, Pégasi 51b. C'était un Jupiter qui tournait en 4 jours autour de l'étoile, très proche de son étoile. Et ça a été une révolution aussi, parce que ces systèmes-là, on ne les avait pas observés. Et on imaginait beaucoup de systèmes planétaires à l'image de notre système solaire, avec des planètes, petites planètes telluriques à l'intérieur, des planètes géantes à l'extérieur. Et on s'aperçoit, ça reposait aussi les bases d'autres système planétaire un peu différent, avec une genèse peut-être très différente et des particularités un petit peu d'une autre. Donc aujourd'hui, on a besoin de je veux dire, ce deuxième exemple ou cette deuxième genèse pour sans doute avancer, y compris dans la connaissance de la vie terrestre. Et ça, c'est important. Tant qu'on n'a qu'une seule preuve, c'est, on va tenter de faire des choses, mais je veux dire, c'est un peu biaisé. Et je pense que dans l'insuccès aujourd'hui, il y a beaucoup de biais qu'on n'imagine pas. Voilà. Ouais, on n'entend plus. Il y avait d'autres. Stéphane, veux-tu poser ta deuxième question? Oui, j'ai même trois questions. Je suis très bavard aujourd'hui. Alors, j'hésite entre les deux. Bon, allez, je vais commencer par celle sur Jupiter, puisqu'on a parlé de Vénus. Moi, j'ai été surpris parce que j'imaginais que Vénus était un monde tellement hostile, avec des températures je sais pas, 400 degrés, 90 pression atmosphérique et de l'acide sulfurique qui pleut en permanence, si j'ai bien compris. Donc, j'imaginais même pas la question pouvant être posée de la vie sur Vénus. Mais par contre, moi j'imagine beaucoup, enfin, j'ai souvent pensé à Jupiter, puisque c'est pas le terme d'ailleurs, cette planète gazeuse, dans cette planète gazeuse, à une certaine profondeur dans les couches de nuages, on a une température qui n'est pas très froide, donc on pourrait imaginer des formes de vie planant, volant dans les couches de Jupiter. Est-ce que des chercheurs ont imaginé ça? Est-ce qu'on a des projets d'envoyer des sondes qui pourraient aller faire de l'analyse dans les couches intermédiaires des nuages de Jupiter? Ma question sera comment est-ce que la vie est arrivée dans ces couches? Parce que au moins sur Vénus, peut-être dans sa jeunesse, Vénus a été habitable et la vie, parce qu'on sait qu'il y a des bactéries dans les nuages terrestres. On peut éventuellement faire l'hypothèse qu'une vie s'est développée sur Vénus dans sa jeunesse et par les montées des vents, etc., est arrivé dans l'atmosphère. Mais est-ce que c'est le cas avec Jupiter? Ou
Si on veut, on peut aussi utiliser l'hypothèse de la panspermie. Avec cette hypothèse, on pense que la vie pourra être propagée à travers le système solaire ou ailleurs, dans des roches, protégées dans des roches. Mais OK, une météorite qui contient des souches microbiennes arrive dans l'atmosphère de Jupiter, atterri par le champ de gravitation de Jupiter, tombe à travers les nuages, mais cette roche va être atterrée à la surface. La roche ne va pas s'arrêter dans les nuages. Ça sera mon problème avec la vie dans les nuages de Jupiter. Je ne sais pas si Christian et Thierry ont d'autres idées, informations. Juste pour les sondes, oui, il y a des, c'est toujours, ça fait partie de ce qu'on appelle des probes. Alors, c'est le terme américain, mais d'envoyer des sondes pour sonder les atmosphères de planètes, c'est-à-dire les faire plonger à l'intérieur dans ces planètes géantes. Donc, Jupiter probe, Saturne probe, ou Uranus probe, on en entend parler aussi. Donc, ce sont effectivement des projets pour faire des mesures, mais ces mesures-là, en fait, sont très brèves, hein. Le temps de rentrer attiré par la gravité de la planète, ça va très très vite. Et la sonde est détruite en quelques minutes, hein. Je veux dire, c'est de l'ordre d'une demi-heure à 1 heure maximum de résistance. Donc, en fait, c'est des données très difficiles à aller valider s'il y avait des couches organiques, hein, je veux dire, en tant que telles, dans une épaisseur de l'atmosphère de Jupiter, voire éventuellement. Ça, c'est un problème technique. Et puis, je dirais, d'un point de vue formation, bon, il y a beaucoup de débats encore sur la formation du système solaire, mais ce qu'on retient, c'est quand même que c'est quelque chose qui se forme très vite. Et en fait, les planètes géantes se forment très, très vite autour du Soleil jeune. Et donc, ces planètes qui poussent extrêmement rapidement. L'avantage des petites planètes, c'est qu'elles poussent un peu plus lentement, qu'elles sont plus proches de leur étoile, sont dans des conditions, on va dire, de la bonne zone dans laquelle il peut y avoir de l'eau en permanence. Les planètes comme Jupiter poussent extrêmement vite. Et donc la genèse sur un système type noyau de Jupiter, enfin, un noyau solide qui est à l'intérieur de Jupiter pendant un certain temps, dans une zone habitable, paraît peu probable. Aujourd'hui, on estime que les planètes, le système solaire se forme entre 10 et 100 millions d'années après le démarrage de notre étoile. Donc c'est très, très, très rapide. Et donc finalement, 4,6 milliards d'années, 4, alors, il faut dire 4, 5, 6, 7, hein, je veux dire, c'est facile, c'est l'âge de notre système solaire actuellement, donc c'est facile à retenir. Donc 4,5, 67 milliards d'années. Et en fait, la Terre apparaît déjà formée, je veux dire, très tôt derrière, en 100 millions d'années à peu près derrière. Et finalement, la vie apparaît il y a 1 milliard, un peu moins d'1 milliard d'années après. Donc finalement, ça va très très vite. Et Jupiter est en place déjà depuis longtemps à sa position actuelle, telle qu'on lui connaît. Et donc voilà, c'est le temps, c'est mon avis, la géologue française, c'est le temps qu'il faut aller au système pour rester dans des conditions stables pour pouvoir avoir Oui, oui, suffisamment de il temps faut des pour conditions suffisamment stables, voilà, pas trop stables, mais voilà, et suffisamment stable, on va dire, voilà. Et oui. c'est des constantes de temps, donc des temps qui sont longs, qui sont nécessairement un petit peu longs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, 1 million d'années suffit? Il faut 10 millions d'années, 100 millions d'années, voilà. Bon, pour l'origine de la vie, euh, c'est intéressant. Il y a beaucoup de publications sur l'origine de la vie, mais il n'y a pas un chimiste qui va oser dire combien de temps il faut. J'en ai parlé avec un grand expert et Mhm. il y a quelques années, je lui ai dit, mais pour toi, combien de temps il faut que la vie apparaisse? Il m'avait dit peut-être 1 an, mais ça me semble un petit peu trop court. Oui, c'est Je crois que c'était... un peu court. Mais en tout cas, depuis nos connaissances aujourd'hui, ça devait être quelque chose assez rapide parce que les conditions géologiques, les conditions environnementales sur la Terre primitive étaient stables, mais pas trop stables. Hmm. Et ça change assez rapidement.
Donc, avec le changement d'environnement, les molécules qui avaient commencé à se mettre ensemble pour créer un début de vie auront pu se défaire. Et puis, il fallait recommencer de zéro. Donc, on pense que c'est assez rapide, mais on ne, moi, peut-être quelques centaines, milliers d'années, dizaines de milliers d'années, mais vraiment pas plus. Donc, rapide, mais pas si rapide. Hmm. Donc voilà pour Très Jupiter. bien, Mais... très Donc on bien. pense plus aux lunes, aux lunes autour de Jupiter. C'est pour ça Oui. qu'on regarde un peu plus les lunes autour de Jupiter. Bien, Denis, tu as une question aussi? Oui, merci Elisabeth. Eh ben, merci aux trois experts de nous avoir fait voyager à des années-lumière de notre Terre. Alors moi, je voudrais revenir dans la banlieue de la Terre avec ma question à quelques dizaines de millions de kilomètres, c'est-à-dire Mars. J'ai entendu parler une mission ExoMars 2028. Alors 2028, c'est demain. Est-ce que pouvez donner quelques détails de cette mission? J'imagine qu'il y a un robot qui va être déposé sur Mars. Est-ce qu'il va ramener des échantillons? Est-ce qu'il va faire des analyses? Quel type d'analyse? Et quelques détails sur cette mission qui va arriver très vite maintenant. J'aimerais dire quelques mots avant Christian, parce que Christian, il va parler de tout cela. Euh, la mission ExoMars a débuté effectivement en 1997, donc il y a 30 ans, plus ou moins. Et ça a débuté avec un groupe qui a été mis ensemble par l'ESA pour étudier une mission pour aller chercher des traces de vie sur Mars. Et cette équipe a été présidée par mon prédécesseur André Bracq et moi je faisais partie de cette équipe. Donc nous étions au début de la mission il y a 30 ans et de mon point de vue, j'attends toujours. Et je me suis rendu compte que dans le spatial, il faut vraiment commencer très tôt, très jeune, parce qu'il y a des temps, disons, techniques qui sont assez longues, surtout pour les missions martiennes européennes. OK, Christian, tu peux. Et je Oui, fais oui. toujours partie de la mission, donc. Voilà, voilà, ouais, ouais. Frances est impliqué sur un instrument qui s'appelle CLOUPI, qui est dans la mission ExoMars. Et c'est vrai que c'est les. Alors, elle mentionnait, donc c'est un temps, ExoMars a un temps vraiment à durer pour différents, parce qu'il y a eu des aléas en cours de route, notamment dans les définitions de Il y mission, en le aura changement de peut-être scénario, le encore, mais changement on espère que de non. partenaire. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle aurait dû être tirée en fait beaucoup plus tôt, hein. On pensait pouvoir la tirer, je dirais, dans les années 2014-2015. Et ensuite, suite à C'était une même défection, avant, au début, c'était même 2011, bien 2009, ouais, avant. ouais. Oui, Mm, mm. 2009. 2009. Et en fait, avec une défection des Américains, qui étaient nos partenaires à l'époque, on a été obligé de reconstruire une mission avec les Russes. Et malheureusement, le commencement de la guerre en Ukraine en 2022, juste à quelques mois du lancement, n'a pas permis de lancer la mission ExoMars 2022. Et donc, depuis ce temps-là, on a retravaillé le scénario, donc sans les Russes, pour arriver à poser effectivement donc un rover sur Mars avec une plateforme qui donc est un rover qui sera chargé d'explorer la subsurface. L'ESA a lancé en 2016 un orbiteur, hein, qui s'appelle ExoMars 2016, qui est en fait le complément en orbite Le Trace Gas du rover. Orbiter. Oui, oui. Voilà, le Trace Gas Orbiter, TGO, Mm. hein, dont le but est d'analyser très finement l'atmosphère et les gradients de gaz dans l'atmosphère martienne, et aussi de faire de la cartographie très précise de la surface martienne pour préparer le site d'atterrissage du rover. Et donc, il est en orbite et il est chargé aussi d'assurer la télécommunication avec la Terre, hein, c'est-à-dire de récupérer les données qui sont renvoyées du rover pour les acheminer ensuite sur Terre. Donc c'est un relais télécom. Il sert aussi de relais télécom. Donc lui, il est en attente, hein, depuis 2017-2018 autour de Mars. Et
Donc attend déjà depuis, il va attendre donc 10 ans si tout se passe bien, voire 12 ans à peu près, parce qu'on a prévu un atterrissage vers 2030, hein, donc sur Mars. Donc ce rover, c'est un rover, on va dire de taille moyenne, pas un gros rover américain. Les gros rovers américains là, font environ 900 kilos, entre 900 kilos et une tonne. Là, on a un rover de 300 kilos, hein, qui va cheminer sur Mars avec à l'intérieur un véritable laboratoire scientifique pour détecter des traces de vie et surtout la faculté de pouvoir forer en profondeur, d'aller rechercher sous la surface et à relativement grande profondeur. Quand je dis grande profondeur, c'est maximum 2 mètres, hein, des échantillons pour pouvoir les analyser dans ce laboratoire embarqué. Donc c'est vraiment un rover scientifique qui est destiné à prospecter, hein, je dirais, et à chercher des traces de vie en profondeur Oui, dans la surface de l'aspect Mars. profondeur Beau- est fondamental en effet parce que avec les robots américains, oui. ils ont fait des carottes mais de 6 centimètres. Alors l'intérêt Mhm. de faire des carottes beaucoup plus profondes, prendre les échantillons de presque 2 mètres de profondeur et qu'il y a tellement de radiation à la surface de Mars que les molécules organiques qu'on cherche qui auront pu être des traces de vie. Ces molécules sont vite dégradées à la surface. On a fait justement des expériences, des modèles, pour démontrer qu'il faut forer à une profondeur au-delà de 1,50 m pour trouver des molécules qui n'ont pas été dégradées. Donc, ça, c'est un grand avantage de notre robot sur sur le robot euh, euh, Rosalind Franklin. Mhm. OK, merci. Et Ben, donc, puisqu'on est pas de encore retour sur Mars, d'échantillon. Pas de retour ah oui, d'échantillon. pas de retour d'échantillon. Merci beaucoup. Puisqu'on est encore à la surface de Mars, donc là, le projet, c'est de rechercher des traces de vie un petit peu profondément dans le sol. Que pensez-vous des projets là, d'amener des hommes? Alors là, on amène des hommes sur Mars. Que pensez-vous que la vie, au sens vie humaine, puisse durer, enfin avoir des périodes longues de présence humaine sur Mars. C'est quelque chose de possible, ça ou pas? A priori, je De- crois que c'est un alors, peu difficile. Les hommes pardon, les hommes et les femmes, excusez-moi, parce que moi, quand je suis allée à la NASA en 98, je pensais d'être le premier géologue sur Mars, mais bon, j'ai dû bon, attendre. Je dois encore attendre. Non, je crois que l'homme sur Mars, c'est probable dans le futur, mais à long terme, je crois que c'est vraiment difficile. ouais. Du point de vue de Je- survie, des ressources. euh, enfin, ouais. Je pense que l'homme sur Mars, si je peux compléter, c'est vraiment il faut voir ce qu'on vise avec. Alors effectivement, il y a les projets d'Elon Musk, hein, qui sont d'installer des bases humaines sur Mars, mais ça nécessite énormément de... Mars n'est pas un environnement aujourd'hui habitable par l'homme, donc et je même par pense les qu'on revend microbes, un c'est peu difficile. même déjà par les microbes, ça serait sans doute difficile en Ah ouais. surface et j'irais a fortiori pour l'homme. Voilà. Et on revend le mythe, si vous avez connu il y a quelques années, des habitats sous-marins, hein. On allait vivre sous l'eau, que ça présenterait des avantages. Regardez combien on a de villes sous-marines, alors que ce sont des technologies à la limite qu'on peut plus facilement maîtriser sur Terre. Et donc en fait, le problème sur Mars, c'est que même si on peut être intéressé, alors Frances, à la vision de la scientifique, donc forcément c'est Oui, dans une un nouveau semaine sur terrain. Mars, comme géologue, je Voilà, peux voilà, faire une c'est la mission vision. d'1 an. Voilà, ce serait D'accord. fantastique de pouvoir aller taper du marteau sur Mars et récupérer Oui, des oui, cailloux. ce Voilà. sera formidable. Le tout, c'est que pour faire ça, il faut doter l'homme d'un environnement habitable. Donc, c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup d'énergie, de ressources. Il faudrait mettre pour ça. Est-ce que
le jeu en vaut la chandelle. Moi, je suis très partagé. Voilà, l'homme sur Mars, pour effectivement faire de la science pendant un temps très court et retour sur Terre ensuite, comme les missions Apollo l'ont fait dans les années 60-70, oui, pourquoi pas? Maintenant, avec une durée de vie limitée sur la planète, voilà. Maintenant, vouloir installer ce qui est dans le rêve des colonies humaines sur Mars, c'est une débauche d'énergie phénoménale et qui va demander des décennies à se mettre en place. Euh, et surtout, quelle est la viabilité de ces infrastructures-là? Ça, personne ne sait. Déjà, je pense que sur la Lune, on voit un petit peu la difficulté de revenir poser sur la Lune actuellement, voilà, de refaire des sondes automatiques, d'aller éventuellement installer quelque chose sur la Lune de manière un peu plus pérenne qu'on a fait pendant la mission Apollo. Donc ça, c'est quelque chose où on a besoin de cette expérience-là. L'homme sur Mars, le seul intérêt d'avoir un géologue humain sur Mars et non un rover prospecteur, c'est que il y a l'intelligence humaine qu'aujourd'hui on n'est pas capable de mettre dans un rover, je veux dire, et dans la faculté à se déplacer, la mobilité de l'homme à enjamber des obstacles. Il n'y a rien de pire pour les rovers que de tomber sur un caillou à la surface de Mars. Vous êtes obligé de le contourner avec les roues, qu'une roue ne vienne pas se bloquer dedans, que les roues ne soient pas abîmées par les roches très abrasives qu'il peut rencontrer, etc. Un homme enjambe un caillou, se déplace, choisit un autre chemin très rapidement et va aussi avoir une idée d'aller à un endroit bien donné parce qu'il a vu quelque chose qui l'intéressait, comme le géologue de Exactement, terrain. oui. Et ensuite de ramener l'échantillon dans son sac pour ensuite venir les analyser au labo. Donc effectivement, en termes de prospection, l'efficacité d'un géologue humain est sans commune mesure avec celui d'un rover. Et il y a des estimations qui disent qu'on va à peu près 40 fois plus vite, hein, je veux dire, à accomplir la même tâche qu'un robot. Le Alors, robot garde a un avantage l'espoir. sur des tâches. Ouais. Garde l'espoir, Voilà, Française. Voilà. Oui, donc oui, 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 je pense oui. que voilà, Un il y a un bon miracle. avenir, il y a sans doute un avenir pour les géologues martiens, mais voilà, aujourd'hui, Merci. c'est une infrastructure. Merci pour votre réponse. Mm. Est-ce que, avant de repasser la parole à Stéphane, qui avait une troisième question, est-ce que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui veut poser une question en direct? Parce que je crois que dans le chat, il n'y a plus de questions. Alors, on projette quelques mots-clés là. Donc, beaucoup ont été balayés, hein. Merci pour cet échange très enrichissant et fructueux. Peut-être il y a encore un ou deux mots-clés dans Moi, les quelques minutes. j'en Oui, aurais, vas-y, Elisabeth. oui, moi, j'aurais bien une question sur la protection planétaire. C'est un sujet qu'on n'a pas trop vu. C'est pour moi ça. C'est pour, c'est pour question. Oui, oui. En fait, donc, oui, alors la protection planétaire n'est pas en soi, je dirais, un domaine de recherche au sens scientifique. C'est effectivement, comme son nom l'indique, de protéger les environnements qu'on visite. Donc, quand on envoie des sondes spatiales, et c'est quelque chose qui a été vraiment lancé par les missions Viking, hein, par les missions sur Mars, on peut prendre Mars, la protection planétaire vis-à-vis de Mars, par les missions Viking dans les années 60, 75-76, qui ont amené des sondes robotisées sur Mars et dont effectivement l'objectif était de détecter des traces de vie et de faire des expériences sur Mars. Et une partie des expériences consistait à prélever du sol martien et à le mettre dans des réacteurs pour incuber. On mettait des composants, un peu des sucres, etc., comme on a l'habitude de faire un peu sur Terre, pour détecter effectivement s'il y avait des systèmes à l'intérieur présents dans ces sols qui étaient capables de métaboliser et de transformer le sucre tel qu'on l'imagine sur Terre, donc produire notamment du CO2. Et donc on avait développé, ça a été des équipements qui ont été développés. Et de fait qu'on avait ce type d'expérience à mener, on voulait absolument pas d'avoir un faux positif, c'est-à-dire que dans le petit réacteur et dans le système qui allait prélever la pelle qui allait prélever les échantillons sur Mars, éventuellement sur l'environnement de la sonde qui était posée, qu'on ait pu amener des formes de vie terrestres et qui auraient bien entendu été toutes contentes de retrouver du sucre, voilà, et des choses très terrestres pour se développer. Et donc donner un résultat qui va dire, oh, il y a de la vie sur Mars, mais en fait, c'est de la vie terrestre. Et comme on n'avait pas le moyen à l'époque de détecter, les outils génétiques n'existaient pas, hein, je veux dire, on était sur une vision très macroscopique de la détection de traces de vie, donc par une activité métabolique.
Et de fait, ça a amené à beaucoup réfléchir sur comment il fallait nettoyer ces sondes pour éviter ces faux positifs. Et donc, c'est un peu là qu'est née l'idée de protéger en fait la planète qu'on visite et d'éviter qu'il y ait des traces de vie emmenées voilà, en grande quantité, en quantité suffisante, on va dire, par la sonde, puisqu'on ne peut pas arriver à quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, nettoyé à niveau zéro, mais on est capable de limiter le nombre d'individus microbiens, entre guillemets, qui seraient embarqués sur une sonde spatiale de ce type-là. Et les sondes Viking ont été les premières à véritablement subir un traitement très, je dirais Rigoureux. très rigoureux et assez intensif de Mm. traitement pour éviter toute contamination, avec l'idée, effectivement, de détecter, de ne pas avoir de faux positifs. De là est née l'idée de la protection planétaire, c'est-à-dire d'éviter de contaminer. Alors, on parle de biologie, mais on parle aussi de chimie organique, hein, c'est-à-dire on veille à ne pas contaminer quand on envoie des sondes avec des analyseurs organiques, à amener des molécules terrestres qui seraient éventuellement transformées. Donc, éviter qu'il y ait quelque chose qui se glisse dans le bruit de fond et qu'on prenne ensuite comme une signature martienne, pour ne parler que de Mars. Et donc de protéger la planète qu'on visite vis-à-vis de ce qu'on peut amener, en tout cas d'avoir un inventaire des contaminants que l'on est susceptible d'amener sur l'astre qu'on visite. C'est une problématique qui se reposera aussi sur la Lune quand on va aller au pôle et qu'on va vouloir analyser ces glaces là, qui sont au pôle, que tout le monde rêve d'utiliser comme source d'eau, mais qui contiennent aussi sans doute un cortège de molécules, comme les glaces dans les comètes ou les astéroïdes et de ne pas amener des contaminants quand effectivement on va prélever ces glaces et les analyses qu'on pourra faire avec. Donc il y a un côté protégé, l'astre qu'on visite, et en retour, quand on ramène des échantillons, on évite de contaminer la biosphère terrestre par des formes de vie qui pourraient venir de l'extérieur, hein. Voilà. Donc, on prend les précautions. Alors, sur les missions Apollo, ça a été fait, puisque si, pour ceux qui les ont connues, il y a eu une période de quarantaine, hein, alors une quarantaine qui a duré 18 mois hein, au total. Donc, les astronautes qui allaient sur la Lune, puisqu'ils étaient exposés aux poussières lunaires, parce qu'ils rentraient avec leur combinaison, ils se déshabillaient à l'intérieur du LEM du module, donc ils avaient effectivement, ils étaient en contact avec ces poussières, ont subi une quarantaine donc de 21 jours, hein, je crois, pour les missions Apollo 11. C'est pour ça que vous ne les voyez jamais sortir directement de la capsule qui est à Mairie ou sur le porte-avions, etc. Mais ils étaient mis en quarantaine. Et une fois qu'on avait pu prouver qu'ils n'avaient pas de risque, qu'ils n'avaient pas contracté de maladie, etc., comme on le faisait à l'époque dans l'ancien temps pour les bateaux. Donc les fameux 40 jours qui étaient le délai de rigueur pour éviter toute épidémie. Et donc les échantillons, eux, sont restés en quarantaine beaucoup plus longtemps, pendant environ 18 mois. Et c'est seulement au bout des 18 mois que toutes les analyses qu'on a pu faire pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque biologique associé à ces échantillons-là, qu'on a pu enfin faire des missions où les astronautes, c'est à partir d'Apollo 15, les astronautes n'ont plus eu à subir cette phase de quarantaine à leur retour sur Terre. Donc voilà comment ça s'est fait. Et donc effectivement, pour les échantillons qu'on ramène d'autres astres, il y a les mêmes précautions qui sont prises. Et pour des échantillons qui reviendraient de Mars, comme on soupçonne que Mars pourrait recéler des formes de vie, ben on va prendre des précautions maximales quant à la réception de ces échantillons et ensuite à leur utilisation et leur distribution aux scientifiques pour des analyses plus poussées. Donc on n'appellera pas ça une phase de quarantaine en quelque sorte, mais on va appeler ça une phase d'analyse préliminaire qui vont amener à effectivement valider le fait qu'il n'y ait pas de dangerosité dans les échantillons, voilà, et de risque biologique, hein. C'est principalement le risque biologique qui est ciblé. Après que les échantillons présentent des produits chimiques qui pourraient être toxiques, je veux dire, c'est un problème qu'on gère quotidiennement dans les laboratoires. On manipule sans arrêt des produits qui peuvent s'avérer toxiques pour l'homme, et donc on a des moyens de protection. Là, il y a vraiment le risque biologique, c'est-à-dire de prolifération de formes de vie sur la Terre. Donc la protection planétaire, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les débris spatiaux, les chutes de débris spatiaux. Ça, c'est un autre problème. Et ça n'a rien non plus à voir avec les extraterrestres ou voilà, les ovnis ou voilà, ou tout ça. Voilà, on n'est pas des Men in Black hein, pour faire référence à certains films. Voilà. Il y a encore Euh, deux aspects. Le voilà. fait que nous, les humains, nous sommes pleins de microbes. Vous mettez un astronaute à la surface d'un corps extraterrestre, le corps est tout de suite contaminé, même
la personne dans une combinaison, les microbes en sortent. Donc, tout de suite, présence humaine, ça veut dire contamination. Et c'est pour Ouais. cela que pour chercher des traces de vie indigènes, il faut absolument utiliser des moyens robotiques. Robotique, voilà. Et quand je Oui. parlais des sons, les sondes, je disais, c'est pas simplement l'extérieur qui est nettoyé, c'est aussi tout l'intérieur, parce que on ne peut envisager le fait qu'il y ait un crash, c'est-à-dire que la sonde loupe son atterrissage et se brise sur la surface de l'astre qu'on visite, et donc libérant effectivement tout ce qui est à l'intérieur. Et en fait, on prend tellement. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que le taux de survie, et ça, faut que vous en soyez conscient, là, on donne souvent que si on emmène un micro-organisme dans une sonde, si on l'enferme, et il en reste, vu les précautions qu'on prend vis-à-vis des instruments pour pas qu'ils aient trop froid, pour pas qu'ils aient trop chaud, on appelle le mode barbecue, on va faire tourner la sonde sur elle-même. Donc, on maintient des conditions relativement tempérées à l'intérieur de la sonde et on protège des radiations aussi les instruments, le cœur de la sonde, qui est les instruments les plus sensibles, fait qu'à coup sûr, si un micro-organisme se trouve là, on l'amène en bonne santé, hein, je veux dire, sur la planète qu'on visite. Voilà. Donc, le taux de probabilité de survie à un voyage spatial avec les précautions qu'on prend, qui sont des précautions, on veut dire, pour les instruments, etc. Et la probabilité est de 1. Donc la problématique après, comme l'a dit Frances, c'est le fait qu'il puisse rentrer en contact, c'est la probabilité qu'il rentre en contact avec l'environnement extérieur, et ensuite qu'il y trouve des conditions favorables pour s'y développer. Donc c'est deux probabilités supplémentaires. Donc effectivement, si on limite, si on protège suffisamment bien et si on limite le contact, on va éviter la contamination. Avec l'homme, l'homme a un côté, je suis désolé de le dire, même un astronaute a toujours un côté imprévisible. Ça peut pas être un robot. Il y a toujours un peu de fantaisie dans l'homme, je dirais, et d'improvisation. Et les conquêtes spatiales l'ont montré, y compris sur l'ISS, tout ce qui se passe. On serait très malheureux de transformer complètement les hommes qui travaillent et les astronautes qui travaillent en robots humains. Mais même s'il y a une part un petit peu d'accomplissement de tâches qui sont bien répétées à l'avance avec des protocoles, il y a toujours effectivement cette possibilité d'improvisation ou du petit truc pour s'amuser qui fait que tout de suite on peut prendre des risques. Et donc effectivement, si on envoie l'homme sur Mars, ça rejoint la précédente question, on va amener de la contamination effectivement sur Mars et qu'on aura énormément de mal à contrôler. Elle sera très rapidement, à mon avis, un peu hors de contrôle. Oui. Voilà. Oui, il y a aussi le fait que si jamais il y a une vie indigène dans les échantillons de Mars, cette vie aura évolué dans des conditions complètement différentes des conditions sur la Terre, aura un moyen de reproduction complètement différente et ça sera très difficile pour ce genre de vie de s'adapter à, par exemple, à des animaux ou la vie terrestre et d'interférer dans la vie terrestre. Donc, Ouais, oui. bof, je crois qu'on pourra négliger ce genre de protection, mais il faut en parler et prendre en conscience les peurs du public. Hmm. Ouais. Juste le petit dernière chose, c'est que on risque d'avoir avec l'homme sur Mars des habitats de longue durée en dehors de la Terre aussi des systèmes biologiques qui vont s'adapter à ces conditions environnementales, de gravité, d'environnement, de rayonnement, etc. De photopériodisme, hein. On n'a pas les mêmes alternances jour-nuit, etc. Voilà. On sait déjà sur l'ISS qu'il y a, avec la station spatiale, c'est déjà un microcosme très particulier avec son environnement microbien, ses maladies, etc. Parce il y a aussi des petits trucs, il y a des pathogènes aussi dans l'ISS. Et donc, très vite, on voit qu'il y a un écosystème qui s'installe. Et donc, le risque pour l'homme aussi, je dirais, c'est aussi de l'humain dans notre planète, c'est d'avoir un écosystème avec ce qu'il produira, s'il amène des plantes pour faire des supports vie, pour subvenir à ses besoins alimentaires de manière autonome, de ces systèmes qui vont évoluer et qui vont sans doute dériver par rapport à ce qu'ils sont sur Terre. Et il y a beaucoup de personnes qui s'occupent d'évolution qui disent de toute façon, si on amenait un homme sur Mars,
ça finirait par générer sans doute une autre espèce humaine, en fait, une variation de l'homme terrestre, et qui deviendrait de fait, à un retour sur Terre, ça Ce serait sera très compliqué impossible. pour lui. Ça Oui. sera impossible, voilà, et donc en fait, voilà, la vie ne s'arrête pas et continue à évoluer à une cadence. Et par exemple, les bactéries, ça évolue très vite. Donc voilà, on est sur des choses on, hein, on devra faire avec une dynamique du vivant dans un autre environnement et qui est pour l'instant quelque chose qu'on ne peut absolument pas prévoir. Voilà. Euh, je vais être obligée de reprendre la parole. Il y a la cloche de l'église d'à côté qui vient de sonner 10 heures. Donc, normalement, on arrive au terme de notre matinale. Je ne sais pas, Denis, si on peut encore prendre une question ou deux ou si on fait la clôture. Alors justement, merci Isabelle. Moi j'avais une question, alors avec une réponse rapide peut-être. On vient de voir on a des instruments d'observation avec Thierry qui nous a expliqué qu'on pouvait détecter des exoplanètes à des très grandes distances. L'homme envoie des satellites ou des robots pour rechercher la présence de vie, mais on a aussi des objets qui viennent à nous, les comètes, les astéroïdes, etc. Et ma question, est-ce qu'elle présente un intérêt pour donner des informations sur la présence de vie extraterrestre, ces objets qui viennent régulièrement dans la banlieue de la Terre? Bon, je crois qu'il y a déjà les molécules organiques qui sont dedans, qui sont très intéressants. Euh, on n'attend pas des formes de vie dans les comètes, à ma connaissance. Je ne sais pas, Christian, à ta Non, 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 connaissance? Non, ok. On n'attend pas des formes de vie, mais vraiment les analyses de ces objets donnent beaucoup d'informations sur la panoplie de molécules organiques qui étaient à disposition pour contribuer à l'évolution, l'apparence de la vie, Hmm. l'apparition de la vie. Ok, merci. c'est vrai que voilà, c'est toujours l'idée un petit peu que ça pourrait amener des formes de vie d'ailleurs, mais je dirais que c'est pas un sujet en soi là, aujourd'hui. Et c'est effectivement, il y a beaucoup de molécules organiques sur ces astéroïdes, sur ces corps qui peuvent vont entrer en contact avec la Terre. Mais voilà, ça reste des sources de molécules avant tout, et pas de forme de vie. Voilà. Donc, Ok. Bien. après, c'est la science-fiction qui alimente un petit peu aussi ces idées-là. Je veux dire, voilà, mais c'est un peu toujours voilà, ces grandes discussions. Voilà, c'est la vie sur Terre ou la vie qui est venue d'ailleurs. Voilà, voilà, c'est des choses qui sont. Je veux dire, après, ce sont personne ne peut exclure, hein, je veux dire. Voilà, mais voilà, c'est pas les hypothèses sur lesquelles on travaille actuellement, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce domaine de l'exobiologie? Ça représente Oh, combien? c'est parce que c'est Euh, tellement large, on peut Ouais, dire oui, il y a ouais, beaucoup, mais aussi aujourd'hui, c'est beaucoup plus sexy qu'il y a 20 ans. Quand j'ai débuté en France, c'était pas mes collègues, les géologues ont dit que la science que je faisais, c'était le flaky science, pas la vraie science. ouais, Maintenant, tout le monde voudrait dire leur recherche a quelque chose à apporter à l'exobiologie parce que ouais. c'est sexy. Mais bon, d'accord. euh, Oui, je dirais que c'est assez difficile de savoir parce que ça agrège beaucoup de compétences aujourd'hui, ce que Mhm. disait Frances. Au départ, c'était très chimie organique, un petit peu, voilà, ça a été un peu consolidé ensuite, et puis aujourd'hui, on voit que c'est très pluridisciplinaire et c'est un domaine, alors c'est pas une science en elle-même, c'est un domaine de recherche, l'exobiologie, qui agrège des géologues, des chimistes, des astrophysiciens les aussi, parce qu'ils s'intéressent aux biologistes, conditions euh, des biologistes moléculaires, des chimistes, des gens qui font, enfin, des personnes qui travaillent sur de la chimie analytique. Voilà, on parlait de la recherche en instrumentation.
Et aussi, voilà, c'est ce qui, aujourd'hui, on a la bonne méthode d'analyse dans un labo, on arrive à limiter, à descendre les limites de détection, et donc ça ouvre des champs de recherche pour des questions scientifiques qui étaient inaccessibles jusqu'à présent. Donc ça agrège de plus en plus, et les instruments augmentant en termes de sensibilité, de précision, fait que bah, il y a de plus en plus de questions qui sont capables d'être posées ou d'être relevées qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques temps, ouais, une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, je dirais, voilà, si on regarde la Société française d'exobiologie, le nombre de membres ne cesse de croître. Voilà, tous ne sont pas que des scientifiques, mais, euh, mais, euh, mais dans le monde, effectivement, il y a des questions très transverses. Et les planétologues voilà, commencent à regarder aussi et parlent aussi de traces de vie. Avant, les planétologues n'en parlaient pas. Maintenant, on les entend plus parler Oui, de recherche de traces de vie. Non pas parce que ça fait bien dans le discours, mais aussi parce que, il y ça a un fait lien très partie du profond. sujet. Oui, oui. Ça fait partie du sujet et qu'on ne peut pas distinguer, on ne peut pas séparer la Terre sur laquelle la vie est posée de la vie elle-même. Voilà. Donc, on se dit pour les systèmes sur d'autres planètes, c'est intimement lié. Donc voilà, donc le champ va beaucoup plus loin aujourd'hui et aussi inspire aussi ben, des champs des sciences humaines, voilà, y compris dans la protection planétaire. Vous voyez, on parlait de ça. Donc c'est des champs aussi des sciences humaines avec aussi, bah, je vous dis pas, quand on va ramener des échantillons de Mars sur Terre, voilà, ça va susciter beaucoup de réflexions, je dirais, et beaucoup de débats dans le public et voilà, dans nos sociétés sur qu'est-ce que font ces scientifiques à nous amener des échantillons potentiellement dangereux de Mars, quoi. Voilà, c'est ça tout le discours. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui voilà, qui prennent forme et on agrège un petit peu aujourd'hui, l'exobiologie agrège aussi les sciences humaines pour discuter voilà, de l'éthique et aussi de la science de la place de ces concepts dans nos sociétés. Voilà. Mais à coup sûr, si on découvrait notre forme de vie sur Mars, par exemple, ça serait un choc. Oui. Euh, une deuxième genèse, voilà, ce serait un choc culturel. Voilà. Bien, Même si les scientifiques sont peut-être qu'on très aura précis. loisir de vous inviter pour une prochaine À matinée ce pour moment-là, oui, parler de la vie sur j'espère, Mars. j'espère. Ça serait une bonne nouvelle pour la science si ça se produit rapidement. Voilà. Non, ça serait Ouais, très bien. Ça serait ça très serait bien. bien, oui. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a dépassé le temps et puis certaines personnes ont déjà commencé à nous quitter. Puis vous avez peut-être aussi beaucoup d'autres choses à faire après cette matinale. Ben, je vais vous remercier hein, au nom de la 3AF pour ce débat qui a été, je pense, très enrichissant. Il y a quelqu'un qui a déposé un message parce qu'il devait partir en lui disant en gros que ça l'avait transporté. Euh, et ben, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. On a vu beaucoup de choses vraiment très intéressant. Et je vais laisser la parole à Denis peut-être pour conclure s'il le souhaite et puis remercier tous les auditeurs aussi. Voilà, eh ben, en conclusion, effectivement, comme à chaque fois, on a des experts qui sont vraiment très complémentaires et qui sont passionnants quand ils parlent de leur domaine qu'ils connaissent par cœur. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant et très intéressant. Et merci à tous les trois d'avoir Merci. si bien animé cette matinale. Merci. Et voilà. Et donc, c'est un format qu'on renouvelle 2 à 3 fois par an. Voilà, sur des sujets de l'aéronautique et de l'espace. Donc, n'hésitez pas à faire de la publicité pour la 3AF, de Mhm. visiter un petit peu, voilà, le site. Et il y a plein de choses passionnantes qui s'y déroulent. Merci à Très tous les bien. trois. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Au Jeremy. Au revoir. revoir. Bonne Au Au journée. revoir à revoir. tous. Bonne Merci pour journée. cette très belle présentation. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne Bonne journée. Au journée. Au revoir. revoir.